rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Micro, ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je renoue le dialogue avec Robert Bonamy qui était venu, si je me trompe pas, courant de l'année 2021. C'était pour venir, il était venu, pardon, pour nous parler d'un livre qu'il avait écrit qui s'appelait Cinéma au pluriel en commun. C'était édité chez les éditions de l'Œil en 2020 et donc je crois que je l'ai reçu en 2021. Et aujourd'hui, il revient pour un autre livre qui s'intitule Cinéma réfractaire, approche documentaire. Approche documentaire au pluriel, je montre cela. C'est édité chez De l'Incidence Éditeur, maison d'édition que connaît très bien Robert Bonamy, vu qu'il l'a fondée. Et puis, avant cela, vous êtes professeur à l'université de Poitiers. Vous enseignez l'esthétique du cinéma ainsi que les pratiques du documentaire de création, c'est-à-dire les films documentaires, mais aussi les documentaires sonores. Et donc, comme je disais, votre précédent livre s'intitule Cinéma en commun. Si vous voulez vous procurer ce livre, comme d'habitude, vous le savez, dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur la page dédiée du livre qui se trouve sur le site de l'Incidence Éditeur. Première question que je pose à tous mes invités, comment allez-vous? Très bien, merci, puisque je suis avec vous. Et je remercie Robert pour sa grande patience parce que, comme d'habitude, ça a été un peu complexe de pouvoir préparer cette émission, mais tout comme d'habitude, c'est de ma faute. Donc, merci à vous pour votre patience et votre compréhension. Tout de suite, première question, véritable question autour du livre, euh, qui pourrait être une question de conclusion, mais c'est pas grave, on va quand même la poser en guise d'introduction. Si le cinéma réfractaire, si on devait le résumer, non pas par une définition, mais plutôt par une attitude, donc une manière d'être au monde et au cinéma, comme dirait l'autre, quelle serait-elle? Alors, donc, bon, déjà, le terme réfractaire, ça désigne quelque chose qui cherche une brisure, qui cherche une modification, et en même temps, de la même manière en même temps que ça cherche une brisure, réfractaire, conformément à la définition des matériaux réfractaires, c'est ce qui ne se brise pas, ce qu'on ne peut pas briser, en fait. Donc le terme, à cet égard, m'a particulièrement intéressé pour approcher, pour analyser, pour penser un certain nombre de films contemporains qui à la fois cherchent, oui, des brisures, des trouvailles, des bifurcations, disons, formelles au niveau de la pensée, y compris politique, c'est-à-dire en ne suivant pas des modes, en ne suivant pas des courants, en ne suivant pas des injonctions. Donc la brisure est là, mais en même temps quelque chose qui tient, qui ne cède pas, qui ne brise pas, qui ne se brise pas, pardon, et qui se poursuit, y compris dans des économies très très restreintes et voilà, dans des modalités qui sont parfois qui reposent sur peu de choses, mais qui, au fond, peut-être contiennent un vrai battement, une vraie puissance, me semble-t-il, y compris à travers certaines démarches modestes pour le cinéma aujourd'hui. Voilà. Donc il s'est agi pour moi de traverser comme ça, de proposer un parcours, quelque chose un peu comme une idée de programmation. En faisant un choix de quelques films, j'ai pensé ce livre un peu comme une séance, disons, ou un petit regroupement de films, un petit collectif de films qui serait évoqué, faute d'être projeté à l'intérieur du livre, mais qui au fond, sont réunis parce qu'ils mettent au travail cette idée d'un cinéma réfractaire qui, qui certes repose sur un engagement, disons, politique, mais pour moi, il s'agissait de l'envisager, y compris à partir de questions de cinéma, de modalités de figuration, pas exclusivement de sujets, quand bien même je pense que je ne vais pas trop loin en disant que à peu près tous les films que j'évoque sont des films engagés sur le plan social, mais humain.
par les temps sombres qui sont les nôtres. Et ce sont des films, alors je vais le dire ça très vite, comme ça les choses seront précises. Si je me trompe pas, donc il y a le corpus que vous choisissez, il y a les films de Intisar Belaïd, David. Alors les celles et ceux qui connaissent un peu Microciné savent que David est venu par 2 fois pour parler en plus du film que vous étudiez, que vous questionnez dans ce livre. Hugo Simon, le regretté Nazim Djemai, et puis vous questionnez un article écrit par Jean-Luc Nancy au sujet d'un article sur le tournage du film Les Chants de Mandrin de Raz, Rabat Merzaimash. Et là où je veux en venir, et ça va être une question un petit peu provocatrice pour le coup, légèrement provocatrice, mais cinéma réfractaire, moi je pense à votre précédent livre, finalement, qui s'appelle Cinéma en commun. Et j'ai envie de croire que finalement les deux se rejoignent, qu'il y a un prolongement comme ça de cette cinématographie ou de ces cinémas qui sont peut-être pour vous des cinémas, comment je pourrais dire ça? Pas des voisins, mais plutôt des cinémas amis, en quelque sorte, qui vous aident, qui vous construisent aussi, et ça vous intéresse de prendre le temps de les questionner. Ouais. Bah oui, vous avez raison, il n'y a rien de provocateur dans votre question, c'est tout à fait juste. Ce livre se situe pleinement dans le sillage du précédent. Alors peut-être que la différence, s'il s'agit d'en trouver une, c'est que peut-être que les livres du précédent ouvrage, en tout cas pour certains d'entre eux, concernaient des cinéastes, des réalisatrices, des réalisateurs qui bénéficiaient d'une certaine légitimité, en tout cas dont les films ont été légitimés dans des festivals qui avaient une filmographie assez affirmée pour beaucoup d'entre eux, y compris pour des cinéastes très pointus, si je puis dire, ou en tout cas à l'extrême pointe du contemporain comme Tariq Tebia ou Rassan Salab. Oui. Là, il s'agit peut-être d'aller chercher certains cinéastes dont les films sont peut-être encore un peu moins vus, ont été peut-être moins discutés, moins pensés dans des ouvrages ou dans des articles. Le livre s'ouvre à cet égard avec trois films de Intisar Belaïd, qui est une cinéaste tunisienne, dont les films sont très peu montrés en France, en fait, que j'ai découvert grâce à un groupe de recherche auquel participait un chercheur tunisien qui se nomme Irbal Zalila, qui avait organisé en France une projection de ces films, et à cette occasion, je les avais découverts, et ça m'avait beaucoup intéressé. J'avais pu avoir le temps, l'occasion donc de réfléchir à ces films. Donc au fond, oui, c'est un peu des découvertes. Et c'est vrai que, d'ailleurs, plusieurs des films de ce livre, Cinéma réfractaire, sont des livres qui sont un peu des films qui sont difficiles à voir. C'est des films qui sont plus difficiles à voir que ceux de Cinéma en commun. Bon, Cinéma en commun évoquait par exemple les films de Pierre Creton. Aujourd'hui, les films de Pierre Creton sont à peu près tous disponibles en DVD grâce à souvent de très beaux travail d'édition. Pardonnez-moi d'interrompre, on va même jusqu'à lui demander son top 10 son top des 10 films préférés de ces 25 dernières années. Je pense à la revue de Tsunami. Donc oui, Pierre Creton. Mais quand vous dites ils sont difficiles, il faut bien préciser, ils sont difficiles d'accès, non pas forcément au niveau de la mise en scène. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont pu être montrés dans quelques festivals, par exemple, ponctuellement. D'ailleurs, il faudrait peut-être interroger. Alors moi, j'ai beaucoup d'estime, voire d'admiration pour le travail de programmation de beaucoup de festivals, mais on peut aussi interroger sur cet entre-soi de certains festivals de cinéma, et puis au fond, quand même, la difficulté ensuite à continuer à découvrir ces films, en fait. Donc bon, et oui, alors c'est vrai que au fond, ce livre-là est un peu différent au sens où il essaie d'aller vers des films qui viennent pas forcément à nous, en fait, qu'il s'agit d'aller chercher, qu'il s'agit d'aller véritablement découvrir.
Et ce geste d'écriture, ce travail de description, d'analyse, d'évocation, de pensée avec ces films-là, est une manière, donc, c'est une première façon de les approcher, de les appréhender, en fait, en attente d'être un peu vus. Alors, j'essaie de les faire voir, j'essaie de les faire écouter. Ce sont aussi des textes qui invitent à aller voir ces films. Donc, la modalité, oui, c'est que je défends un certain nombre de films dans leur démarche, dans leur registre, dans leur capacité à retravailler des formes et des approches pour le cinéma aujourd'hui, avec certaines orientations, certaines convictions aussi qui sont les miennes, certains engagements sur lesquels je vais revenir peut-être tout à l'heure, parce qu'il y a des choses qui les réunissent, ces films, de toute évidence. Mais oui. Alors, c'est vrai que le livre est aussi ponctué de liens. Alors, peut-être qu'une des modalités aujourd'hui pour les visionner, les découvrir, et c'est un peu comme ça que je termine le livre, et ça traverse, ça revient à plusieurs reprises dans l'ouvrage. Je sais qu'il y a certains groupes, certaines plateformes, mais aussi certains collectifs de partage de films lors de projections qui font un très très beau travail. Et le livre s'ouvre longuement avec une plateforme qui s'appelle Dérive.tv, qui a un collectif qui fait un travail de programmation, de documentation très 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 utile. Et moi qui m'a fait découvrir aussi beaucoup de choses, beaucoup de cinéastes qui soit des cinéastes qui arrivent, soit qui me font redécouvrir beaucoup de cinéastes, notamment issus des années 70, à travers des films qui sont programmés, qui sont accessibles gratuitement, et beaucoup d'entretiens, de documents qui sont partagés, qui sont mis à disposition. C'est un exemple sur lequel je me suis concentré, que j'évoque, et qui permet donc de visionner certains des films qui sont évoqués dans le livre. Mais il y a d'autres collectifs, et par ailleurs, beaucoup de festivals font un travail très, très précis, très juste et important. C'est intéressant parce que effectivement, vous installez officieusement un dialogue avec les directions artistiques respectives de chaque festival, parce qu'il y a quand même un dialogue, un dialogue où c'est plutôt vous posez des questions finalement de manière un peu indirecte, mais qu'est-ce qui fait que ça ne puisse pas être montré là, alors que ça devrait être montré là, pour le coup. Avant de lire un extrait de votre livre, un ami peut-être commun, je ne sais pas si vous connaissez, j'imagine Saad Chakali, j'imagine. Bien sûr. Alors, je ne connais pas personnellement, mais je l'ai rencontré une fois, je crois, et je l'ai à l'occasion d'une table ronde, et je l'ai lu. D'ailleurs, c'est une bonne question de savoir. Vous parliez d'amicalité tout à l'heure, c'est une notion qui est très est importante déterminante pour moi, enfin qui m'anime, disons, dans mon travail. Mais en même temps, beaucoup des cinéastes qui sont évoqués du livre ne sont pas des amis directs, en fait. Enfin, je n'écris pas que sur des amis, donc c'est leurs films que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, et pour Saad, par exemple, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai été attentif à plusieurs de ses écrits, et donc je crois même que je le cite notamment au sujet de Nazim Djemal, à propos de qui il a mis plusieurs textes en ligne. Ouais. C'est pour ça que je vous parle de Saad Chakali, parce qu'à la mort de Jean-Luc Godard, il me disait qu'il va falloir maintenant le protéger. Et j'aimais bien cette phrase-là, parce que c'est une phrase qui ne veut pas dire forcément, surtout pas, il va falloir le protéger en défendant tous ses films bec et ongles. C'est pas ça, et vous l'avez très bien compris là où il voulait en venir. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi ce geste de votre part de protéger ces films-là. Dont les auteurs et autrices ne sont pas forcément sont encore vivants, mais de les protéger, faisant en sorte que ces films doivent continuer à être vivants constamment et à ne pas se perdre après une ou deux projections qui ont été faites comme ça en France et qui seront peut-être oubliées. Il y a un système peut-être de protection ou de préservation, je ne sais pas, peut-être plutôt de protection. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Décidément, je suis toujours d'accord avec vous. Oui, non, mais je pense que c'est très joliment, enfin, c'est très bien formulé, en fait.
Alors oui, ces cinéastes, ces réalisatrices, réalisateurs sont vivants et leurs films sont très très vivants. Quant à la question de la protection, bon, disons que oui, une manière de prendre soin ou de protéger en quelque sorte. Enfin, j'ai pas cette prétention de protéger quiconque. Hein. J'ai absolument pas ce pouvoir d'être un protecteur de quiconque. Mais en tout cas, le fait de faire un travail attentif, euh, assez précautionneux, et qui rend justice le plus possible à leur démarche filmique, c'est une façon de relancer la découverte, la pensée de ces films. Et oui, on peut aussi admettre en quelque sorte que c'est une manière de les protéger, ou en tout cas de de les défendre. Voilà. Moi, je ne sais pas trop écrire pour attaquer un film et en dire du mal. Vous avez plusieurs invités dans cette émission qui font ça admirablement. Oui, je connais un. Et, et je suis vraiment, vraiment très sincèrement admiratif de leur verve et de leur faculté à comme ça à discerner et à attaquer quoi, de manière très très précise et tout à fait utile et juste certains films. Voilà, en fait, c'est quelque chose que j'arrive pas vraiment à faire. Je suis vraiment pas bon pour ça. Je me dis tout simplement quoi. Et c'est sans doute un gros défaut, mais en tout cas, comme je suis pas très bon pour ça, je vais pas trop perdre de temps dans ce registre-là. Et ce qui me paraît urgent, dans ce que j'essaie à peu près faire, je crois, c'est en effet défendre ces films-là. Et en ce qui me concerne, je pense qu'il est très très urgent de les défendre. Voilà, mon urgence est là, et c'est vrai que ça me fait passer par ailleurs à côté de plein de choses du cinéma, mais en même temps, c'est aussi plein de choses, ce dont je parle. C'est ce que j'essaie de dire, quoi. Enfin, en tout cas, d'écrire à cet endroit. Eh ben, en parlant, quelle belle transition. Page 13, vous écrivez. Je vais quand même lire dès le début du texte parce que vous rendez hommage à quelqu'un de très important, quelqu'une de très important. En restant particulièrement attentif à la réalité physique envisagée par le cinéma ici dit réfractaire, ce livre doit aussi grandement, sans aucunement prétendre atteindre le caractère décisif de nombre de ses écrits, à la méthode de travail de Nicole Brenez, qui consiste en se fondant sur une expertise en histoire du cinéma à questionner, défendre et valoriser des cinématographies peu visibles ou se déployant selon leur propre logistique, parfois en dehors des circuits commerciaux, pour une préservation d'une indépendance esthétique. Et là où je voulais vraiment insister, c'est sur ce moment-là. Rechercher le cinéma contemporain pour se trouver ainsi aux côtés de réalisatrices et de réalisateurs qui inventent des dynamiques figuratives pour des films plus vifs, poétiques, réfractaires aux règles prétendues capitales, entre parenthèses. Approcher la beauté de leurs essais documentaires, celle du surgissement de l'émotion par un élan de franchise. Rechercher le cinéma réfractaire, c'est-à-dire les tentatives de cinéastes qui initient leurs propres conditions de recherche artistique en dialogue avec les techniques de leur époque, sans s'y soustraire dans un abri excessivement matiné de nostalgie, afin de comprendre que les zones filmiques qu'elles et ils élaborent ne remplissent pas les marges, mais qu'elles renouvellent le battement même du cinéma, un cinéma qui préserve les éclats des existences pour mieux élaborer les plans de vie de quiconque. Cinéma réfractaire étudie les films de cinéastes parfois méconnus, mais qui esquissent quelque chose, ici et maintenant, un avenir, un abstrait, pardon, venir, qui n'est pas rien, non sans se rappeler inlassablement des confrontations et des pertes historiques. Et à quel moment, à quel moment un film dit, entre parenthèses, mineur, devient pour vous décisive? Ben, bon, déjà, ces films sont issus d'expériences de spectateurs assez ordinaires, en fait, hein, qui est touché. Moi, j'étais très touché par la proposition d'un film, sa faculté de remuer quelque chose. Non pas que voilà, le film, disons, m'expose quelque chose dont je suis absolument convaincu qui propose disons, une coïncidence avec ce que je pense par ailleurs. Mais
plutôt qu'il me remue, qu'il y ait un temps de déstabilisation, au fond, qu'il me fasse redécouvrir certaines textures du monde, certaines tessitures, des sonorités. C'est pour ça que quand même, je réengage beaucoup dans ce livre une pensée en déplaçant le concept de Krakauer dans son livre de 1960 de caméra-réalité. En fait, les films qui sont réunis ici, en fait, demeurent très très attentifs à la réalité matérielle. Au fond, moi, je suis assez peu marqué, pour plein de raisons qui pourraient s'expliquer, hein, par des cinéastes qui sont exclusivement dans la suspicion des images filmées ou dans la déconstruction. Et au fond, par exemple, je sais pas, des films tournés exclusivement à partir de bureaux virtuels d'ordinateurs ou à partir d'images qui sont générées. Au fond, il y a quelque chose dans la puissance de photophilique de l'enregistrement cinématographique qui persiste, en tout cas dans l'expérience de spectateur qui est la mienne et que j'essaie de partager et que j'essaie de cerner, et qui permettent donc de rester très très attentif aux textures, oui, du monde habité, aussi sale, aussi dur soit-il. Et donc à partir de là, je réengage et je recommande certains textes, notamment celui de Krakauer dans Théorie du film, en reprenant le motif de la flaque, de la flaque sale, comme exemple un peu premier qui va ensuite développer. Ça me permet de travailler ensuite sur pas mal de motifs, mais c'est pas. En fait, je crois que cette question, elle est très. Cette manière d'envisager les choses en termes de sensations, de sensible, c'est pas tant une question qui réengage le réalisme cinématographique, au sens de fournir quelque chose qui serait une représentation adéquate à, par exemple, un parti pris, à des pensées, à une réalité historique, sociale. C'est important, certes, voire même d'un point de vue critique qu'on pourrait avoir sur le monde, mais plutôt, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a souvent une déstabilisation des réseaux de signification et des représentations qui constituent notre image de la réalité. Et donc, il y a quelque chose comme une suspension, comme ça, une déstabilisation, oui, qui permet en quelque sorte de libérer certaines perceptions et de ressaisir en quelque sorte, le monde. Et c'est pour ça que je reconvoque aussi une autre théoricienne, par ailleurs programmatrice, d'ailleurs, on dit curatrice aujourd'hui, alors c'est un mot que j'aime pas beaucoup parce qu'on a l'impression qu'on est dans un monde où tout le monde est malade et le cinéma n'est pas si malade que ça. Et c'est qui est. Je suis d'accord avec vous sur ce. J'ai toujours eu cette sensation. Ouais, ouais, non, alors il suffit de prendre un Doliprane et tout va bien ensuite. Hein, Après, c'est un mot qui peut avoir son intérêt, hein. La curation, c'est aussi. On peut l'entendre aussi comme un nettoyage, même bon, un nettoyage des imaginaires un peu trop imposé, comme ça, une façon de laisser un peu de place à d'autres choses. Donc bon, il faudrait vraiment discuter le terme, mais en tout cas, il a jamais très bien sonné pour moi. Mais par contre, ce qui sonne très bien, c'est les textes d'une curatrice donc, et critique théoricienne qui s'appelle Erika Balsam, dont j'ai découvert les textes, dont un texte a été traduit en français en 2017 et qui réengage en fait la pensée de Krakauer en essayant de dire que bah oui, le cinéma documentaire en fait, il faut aussi peut-être non pas exclusivement porter son crédit sur le caractère de la suspicion, de la déconstruction critique, mais peut-être on peut retravailler à partir de l'enregistrement de la réalité, non pour atteindre la catégorie de la vérité extatique non plus, mais peut-être vraiment raviver certaines attentions qui existent véritablement, qui existent réellement, en tout cas pour le moment, et que nous habitons ensemble. Et dans tout ça, en fait, il n'y a rien de véritablement naïf.
Parce que dire que le geste du filmage et de l'attention à la matière, à la réalité matérielle, ce serait quelque chose de naïf et qu'il faudrait s'en détourner. Moi, j'en suis pas du tout certain que ce soit là que ça se joue. Au contraire, il y a vraiment quelque chose qui fait, bon, déjà une confiance immense aux spectatrices et aux spectateurs. Et cette relation de confiance, elle est quand même très très importante. Et en même temps, ça affirme qu'on vit dans un monde qu'on partage encore, et y compris dans ces dimensions chaotiques, incontrôlables, et revenir comme ça à ce filmage, à quelque chose qui, moi, me semble pas naïf et qui passe par un geste auquel je propose d'insister, sur lequel je propose d'insister, et c'est ce que font les cinéastes dans leurs films, les films qui sont réunis dans ce livre. Cette insistance, elle correspond à un mouvement du sens, pas un sens figé. Et ensuite, il peut y avoir en effet un travail d'agencement, montage très très précis. Voilà. Bon, c'est comme ça que j'ai défini le terme d'approche. Et qu'ensuite j'ai rediscuté de manière un peu plus théorique. Alors tout à l'heure, vous parliez de l'importance du travail d'historienne notamment, et aussi dans son travail aux côtés pour beaucoup de réalisatrices, de réalisateurs contemporains de Nicole Brenez. Oui, évidemment que ça fait partie des travaux, des recherches, des chercheuses et chercheurs, des critiques et des combattantes qui m'ont beaucoup qui m'ont inspiré, comme d'autres. Donc oui, moi je dois beaucoup à pas mal de gens dans mon parcours, à travers la lecture de leurs textes, en les ayant écoutés. En même temps, je suis pas non plus dans une démarche de groupie, ainsi que vous le disiez de Saad, par rapport au cinéma de Godard. Moi, j'ai énormément d'estime, d'admiration pour Nicole Brenez et ses écrits, d'ailleurs que bon, j'ai un peu contribué à éditer pour certains des ouvrages récents. Je pense que je suis très, très inspiré de la manière dont précisément elle travaille sur la question d'aller chercher les films. Là, c'est un énorme travail de découverte, de programmation et d'écriture. Donc ça fait partie de beaucoup de personnes que la pensée du cinéma a fréquenté et avec lesquelles elle s'est construite. D'autres sont mentionnés dans le film, dans le livre, pardon, quel lapsus étonnant. Ça fait 3 fois que vous le faites. Et je n'ai pas oui, à aucun moment j'ai osé vous. 3 fois moi je trouvais ça, très beau. Donc je me dis, voilà. Est-ce que ça dit quelque chose? Moi, sans doute que Oui, ça dit quelque je chose. pense. Ça dit assurément quelque chose. Alors, en même temps, ça pose pas mal de questions parce que en étant aux côtés des cinéastes, en les soutenant en quelque sorte par l'écriture, on Écoutez, pourrait se ça dire, dit voilà, quelque chose. Ça dit quelque oui, chose parce que alors là, c'est très drôle. Ça dit quelque chose parce que, quand on lit le livre, même dans Cinéma en commun, on peut soulever que les films semblent peut-être, parfois, je sais pas, compter autant que les textes et inversement. Et donc je me suis posé la question, comment vous pensez, vous, la relation entre écriture critique et pratique filmique? Hmm. C'est une bonne question. Alors, en tout cas, euh, je m'intéresse beaucoup à la question du comment Mmh. quand j'écris à propos d'un film. Au fond, comment le film met en scène la réalité documentaire ou des situations documentaires. Et cette question du comment, alors c'est jamais se mettre à la place du cinéma, hein, du cinéaste, de la réalisatrice, du réalisateur. C'est pas non plus essayer de savoir ce qu'elle ou il a pensé. Mmh. Euh, voilà, essayer de se mettre dans sa tête ou de mimer ses gestes. Mais en même temps, ouais, il y a l'exigence de ce comment à la fois en termes esthétiques, éthiques, politiques. Et assurément, il y a mon travail sur l'esthétique du cinéma n'est pas décorrélé de certaines tentatives pratiques. Il n'est pas du tout impossible qu'il y ait un désir de cinéma.
dans mon parcours. Je pense que c'est un peu vers là où vous m'amenez. Et travailler avec ces films, étudier ces films, disons, d'une certaine façon, moi je pense que ça déclenche quelque chose comme une envie d'en faire. Et en même temps, ça déclenche une envie d'en faire aussi parce que ça montre qu'il n'y a rien d'inaccessible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une distance irrémédiable entre l'expérience de spectateur et l'expérience de réalisateur. Voilà. Alors certes, il y a une politique du spectateur, des spectatrices, une politique de cinéaste. Vous voyez, je ne dis pas politique des auteurs. Et en même temps, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas cette distance, en fait, inaccessible entre le geste de la perception, le geste de l'expérience de film et le geste de sa fabrique. Et je crois que tous les films qui sont réunis disaient aussi ça dans le livre. Voilà. En termes d'économie, en termes de gestes, en termes de certaines simplicités, mais aussi, y compris dans l'à peu près. Et bon, là, c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé au texte de Jean-Luc Nancy, qui va sur un tournage d'un film de Rabah Hammer-Zaimesh. Moi, ça m'est arrivé aussi d'aller sur les tournages de certains cinéastes, par curiosité, vraiment pour observer. Et ce texte paru dans la revue Trafic, je le trouve vraiment très, très, très intéressant, où un philosophe qui, par ailleurs, joue dans le film Les Champs de Mandrin, propose un vrai travail, non seulement d'observation des gestes de Rabah Hammer-Zaimesh, mais ce travail d'observation est aussi un travail il arrive vraiment à dire les choses, à les écrire, en fait. Et moi, j'y vois quasiment dans le mouvement du sens du texte de Jean-Luc Nancy, quasiment un documentaire sur Rabah Hammer-Zaimesh à travers l'écrit. Le mouvement de son écriture a quelque chose de cinégénique, disons, une cinégénie, dans la manière dont il dit, par exemple, que Zaimesh, vraiment, dans cette espèce de mouvement de battement, travaille à la fois une intimité incessamment reculée et en même temps, ou en tout cas imminente en même temps, à la fois reculée, incessamment reculée et incessamment imminente. Vous voyez, il y a ce mouvement comme ça de battement, et en effet, quand on fait l'expérience des films de Rabah Hammer-Zaimesh, ça c'est très très beau. Moi, ça m'a toujours beaucoup travaillé en tant que spectateur, et lui, il arrive à le préciser comme ça dans les gestes du tournage, dont il fait une pensée en termes d'approche, et le mot approche compte beaucoup dans un certain nombre de livres, par ailleurs, de Jean-Luc Nancy. Donc, Zaimesh n'est pas un cinéaste qui réalise des films documentaires. D'ailleurs, le terme de documentaire est utilisé et envisagé dans le livre plus dans sa forme adjectivée que comme substantif, en fait. Et c'est le texte de Nancy qui a quelque chose de documentaire dans la manière d'approcher, et tout en parlant de la notion d'approche pour Rabah Hammer-Zaimesh. Voilà, un peu comment. Et donc évidemment, on voit un désir de cinéma chez Nancy quand il parle de ce mouvement. Et quand je travaille le mouvement du sens cinématographique pour les films que j'envisage, dans les films tunisiens de Belaïd, ou dans le film de Ne guéris jamais de David Dion, dans le film très important, le texte est assez court mais central dans le livre, enfin très important pour moi en tout cas, d'Hugo Simon pour son film Frères par exemple, mais aussi dans les mouvements que je vois à travers le tact des films de Nazim Djemil, évidemment qu'en étant sensible à ces petits battements, à ces trajectoires, à cette cinégénie, il y a un désir de cinéma, quoi. Et qu'il y a quelque chose
qui va vers là. Mais sans doute que je serai un très mauvais cinéaste. Donc, en tout cas, même pas un cinéaste. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme une tentative de songer au comment quand on écrit avec un film. Vous insistez beaucoup sur vous l'avez évoqué d'ailleurs il y a quelques minutes, vous insistez beaucoup dans le livre sur le geste de filmer, c'est-à-dire filmer soi-même, monter soi-même, euh, peut-être ne pas déléguer. Et moi, je me posais la question, est-ce que c'est ce point qui est central dans votre définition du cinéma réfractaire? Hmm. Alors, disons que c'est pas, je dirais pas que c'est le point principal, mais c'est un point insistant. Euh, alors, je sais pas s'il ne faut pas déléguer, ou peut-être il faudrait avoir une pensée de la notion de délégation. Il y a plusieurs façons de déléguer d'ailleurs. C'est-à-dire que, disons, dans une configuration industrielle du cinéma, l'auteur ou l'autrice délègue beaucoup de choses à pas mal de gens invisibilisés, donc cette question de la délégation, mais il y a des travaux de chercheuses notamment aujourd'hui qui réenvisagent cette notion d'une manière beaucoup plus intéressante. Je pense notamment au travail de recherche de quelqu'un comme Ariane Papillon, qui récemment réenvisage cette notion de délégation, de partage, notamment de la caméra. Alors, je suis pas tout à fait sur ce terrain-là, terrain qu'elle envisage, elle, très très bien avec les cas qu'elle discute, même si à un moment j'ai un point de désaccord juste sur un cas filmique avec elle, mais justement, les désaccords, ça agit, quoi. Pour le travail, donc c'est important aussi qu'il y ait des perceptions un peu différentes et des manières d'envisager les cas filmiques différents. Mais oui, ce que je remarque, c'est ce geste qui d'ailleurs, ça me surprend moi-même, hein, dans mon trajet d'enseignant et de chercheur avec le cinéma, c'est que je perçois, j'observe de plus en plus cette insistance et du geste de filmer. Et c'est vrai que pas mal de films, en fait, soit montrent à l'image ce travail du filmage. Par exemple, dans le film de David Dion, il y a un des trois protagonistes de ce film qui est lui-même un cinéaste, hein, qui est Wahid Mortada, et dont les plans, les plans dans une caméra mini DV d'ailleurs, quand je parlais des textures du monde, bah, ces textures, elles passent par un geste qui est celui de filmer. Il ne s'agit pas d'un reflet, il ne s'agit pas d'exposer en tant que tel le réel, mais les images. Alors c'est Caroline Chantier d'ailleurs qui, à propos du film de David Dion, avait parlé d'images surchromatiques, avec les images en couleur tournées dans le film par Wahid Mortada. Et ces images surchromatiques, elles proposent une forme de toucher comme ça, d'appréhension de la matière, du monde et de ces enjeux qui produisent vraiment un travail sur la sensation, quoi, et la pensée. Alors, il y a d'autres films, hein. Donc, il y a un film dramatique où Éric Baudelaire travaille avec des collégiens donc c'est un des films que j'évoque dans la conclusion, qui font un travail de filmage et d'enregistrement sonore. Donc, il y a la caméra, mais il y a aussi le microphone, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est pas un appareil unique. J'essaie d'être très, très intéressé, très, très attentif à la question des matières sonores et des tessitures des mondes sonores. Voilà. Et c'est ce que vous enseignez à l'université d'ailleurs. Donc, Oui, ouais. En fait, j'aime bien pour enseigner la pratique documentaire, et c'est notamment un travail que je fais pour le master écriture et création documentaire à l'université de Poitiers pour une formation qui s'appelle le Créadoc à Angoulême. En fait, on part d'un travail d'écriture et de réalisation de documentaire qui d'abord passe exclusivement par le sonore, par le son, sur toute une année, avant d'en arriver ensuite par l'image. Bon, parce qu'il y a une éthique de l'écoute dans le documentaire qui me paraît important, une écoute des personnes, mais aussi une écoute des tessitures, des intonations, des intensités, des variations, des modulations, des mondes sonores. Donc là, il y a quelque chose qui me paraît important dans l'écoute, absolument.
Et pour revenir à la caméra et au micro, oui, c'est pas parce que elle n'est pas représentée à l'écran, elle n'est pas c'est les appareils, l'appareillage n'est pas visible à l'écran qu'il n'y a pas une caméra et un microphone sensible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme le geste, le comment du filmage ou de l'enregistrement sonore qui demeure. Bon, les cinéastes pour lesquels j'écris, euh, je pense qu'ils ne travaillent pas avec des banques de sons comme ils ne travaillent pas avec des banques d'images. Il peut y avoir des choses absolument passionnantes qui se font avec des banques de sons, avec des banques d'images, assurément. Là n'est pas la question. Mais en tout cas, je continue pour le moment de penser que ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on perçoit, c'est aussi donc une relation documentaire, une réciprocité, un échange, un regard, une écoute, un geste, au fond. Voilà, donc la caméra est là, il s'agit de voir comment, ou le micro est là, même si on ne les voit pas, il s'agit de voir quelles sont leurs conduites. Quelles sont leurs conduites. Bon, clairement, là, il y a une question politique très simple pour le cinéma et que quiconque peut éprouver quand il filme ou quand il enregistre un son. Une question de distance. Moi, il y a vraiment une question qui a une formulation critique. C'est peut-être une question qui va vous intéresser parce que je sais que la critique, c'est quelque chose qui. Moi, je ne suis pas critique, même si on peut Il y réfléchir a une au bien. question. Je vais avoir mon avant-dernière question, ça parle de la critique. Bah oui, je viens de là, donc je ne peux pas ne pas. Pour le cinéma documentaire, il y a une formulation que je lis souvent en disant, qui indique dans des textes critiques que là où le réalisateur a trouvé la bonne distance. Ah oui. Et à chaque fois, je me dis, bah, très bien, mais c'est quoi cette bonne distance, quoi? En quels termes la déterminer, la qualifier, la caractériser? En fait, d'accord, la distance est bonne, mais qu'est-ce qui ferait qu'elle est mauvaise? Est-ce que parce qu'il y a une trop grande proximité ou un trop grand éloignement? Est-ce qu'il n'y a pas précisément quelque chose qui est un mouvement? Dire que c'est la bonne distance, c'est établir un point de fixité qui déterminerait cette bonne distance. Et plutôt que cette bonne distance, moi je trouve que c'est en quelque sorte une facilité critique et loin de dénigrer l'écriture critique de mon côté. C'est pas du tout vers quoi je m'engage bêtement, mais plutôt dire tout simplement, oui, bah, peut-être que cette distance, on sent qu'elle a une forme de justesse, mais peut-être au fond, il s'agirait de la caractériser. Mais aussi de la caractériser dans son mouvement, soit dans son effleurement, soit dans son observation, soit dans son retirement, et de la discuter en fait dans son imminence, dans son recul, etc. Et dire que c'est la bonne distance me paraît assez insuffisant. Oui, mais vous savez, hein, c'est un grand film malade qui a trouvé la bonne distance. Moi aussi, je peux en trouver des expressions. Mais à mon avis, vous savez pas, enfin, je ne vais rien comment dire, je ne vais pas innover, mais je pense que celles et ceux qui utilisent ce terme-là de bonne distance, c'est que je crois qu'effectivement, ils ont ressenti quelque chose en eux qui les rend sensibles au film. Ça fonctionne en eux. Mais ce que vous avez à un moment dit, c'est qu'il faut à un moment discuter. Mais moi, c'est là où le problème commence, en fait. C'est comment en discuter. Et je pense que c'est une facilité, comme vous le dites très bien, parce qu'ils n'arrivent pas à en discuter de cela. C'est quoi la bonne distance? Est-ce que ça veut dire... Mais c'est marrant, vous parlez parce que la notion de constellation, elle revient souvent, et notamment avec Dérive TV, que vous avez évoqué. Et là, ça me fait poser cette question. Qu'est-ce que cette forme permet de penser que la critique classique, alors on va dire ça comme ça, que la critique classique ne permettrait pas, finalement? Bah, disons que de la même façon que Cinéma réfractaire, pour parler du livre, hein, tout simplement, que j'ai écrit, Bien en sûr. quelque sorte, s'intéresse à des réalisatrices et réalisateurs qui sont récalcitrants
vis-à-vis de la seule reconduction de procédés filmiques, dont l'efficacité est vérifiée, et y compris et qui se ferait comme ça un chemin qui ne correspond pas à une réalité instaurée, disons, pour les masses, ni à celle d'un individualisme qui aujourd'hui est très massifié d'ailleurs. De la même manière, je pense que la question de l'écriture, en tout cas un peu livresque, comme je ne sais pas si ça forme vraiment un livre, mais en tout cas ça essaie, et un peu réfractaire, si je puis dire, à la seule reconduction de procédés d'écriture qui sont déjà vérifiés et qui constitueraient comme ça un repère de validation, disons, de la critique filmique. Et moi, en effet, je suis assez attentif, tout en étant parfois dans l'à peu près, parce qu'on n'est jamais, on n'atteint jamais une précision, la vérité du texte, mais j'essaie vraiment de travailler l'écriture avec le mouvement du film pour ne pas tomber dans certaines facilités de jugement ou de désignation, encore moins de formulation. Alors vous me direz sans doute qu'on n'y échappe jamais tout à fait. Tout à l'heure, je vous écoutais en train de lire le passage de mon texte, de ce que j'ai essayé d'écrire. Et c'est à la fois, je vous remercie beaucoup, et à la fois c'est terrible parce qu'on écoute chacun des mots et on se dit peut-être on aurait dû dire les choses un peu différemment, on aurait dû l'écrire un peu différemment. Et oui, il y a quelque chose qui est quand même une forme d'exigence avec soi-même dans l'écriture. Alors moi, ce qui distingue mon travail, alors évidemment, je parle beaucoup du cinéma parce que je fais cours des dizaines d'heures chaque semaine à des étudiants à l'université, donc voilà, je parle beaucoup de cinéma, mais au fond, j'écris pas tant que ça, au sens où j'écris pas régulièrement comme peut l'écrire un critique, et j'ai une écriture beaucoup plus espacée. Disons, voilà. Donc ça veut pas dire que c'est mieux, hein, pas du tout. Mais en tout cas, c'est pas une cadence en tout cas. Mon écriture n'est pas cadencée et elle essaie de trouver son rythme. Je vous cache pas que parfois c'est super difficile. Je dis pas que le critique ne souffre pas, mais je suis incapable d'écrire un texte ou un chapitre en 2-3 jours en fait. Et encore une fois, vous recevez certains critiques dans votre émission et en plus des personnes que je connais un peu qui ont cette capacité que je trouve incroyable à écrire des très très belles choses. Parfois des un peu moins bonnes, mais je pense qu'ils le reconnaîtraient eux-mêmes ou elles-mêmes, mais souvent des très très bonnes, qui a un rythme effréné que je suis absolument incapable de tenir. Vous évoquez, vous parlez de Serge Danet dans votre livre, ça, mais je pense par exemple à Emmanuel Burdeau qui effectivement reprend non pas forcément le geste danélien, c'est pas un geste danélien, mais plutôt le geste d'un critique de cinéma ou d'une critique de cinéma, c'est-à-dire si tenter c'est possible. On voit des films au quotidien, pourquoi ne pas écrire au quotidien? Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne peut pas durer éternellement. Ça dure sur 5-10 ans et puis à un moment, on passe à autre chose. Mais l'écriture au quotidien, je vois très bien. C'est vrai que ça peut. Après, peut-être que Emmanuel Burdeau durera éternellement. Peut-être, c'est tout le mal que je lui souhaite. Moi aussi, je l'apprécie beaucoup en plus. Donc, mais c'est marrant parce que tout à l'heure on parlait de la question du travail du programmateur ou de la programmation. Ouais. Et moi, je pense qu'il faudrait aussi en parler davantage parce que ce sont aussi des personnes qui ont une vraie pensée du film, parfois qui passent par l'écriture. Et c'est vrai que, je m'attarde notamment sur un des festivals documentaires. Alors, je suis obligé, j'ai parlé plus d'un festival plutôt qu'un autre, qui n'est pas un festival de documentaire d'ailleurs, précisément, c'est ça qui m'intéressait, qui est le FID à Marseille. Et j'évoque notamment le travail que fait quelqu'un comme Cyril Neyrat, qui a été d'ailleurs critique au Cahier quand Emmanuel était aux commandes, si je puis dire. Et donc, j'étais déjà très attentif à ses écrits, à Cyril Neyrat. Et là, je trouve qu'il a, le FID est un festival historique qui a son histoire, qui a fait de très très belles choses. Je trouve que dans son geste, à la fois d'accompagnement des films, il a fondé une revue, cofondé une revue qui a fait paraître 2 volumes là,
qui s'appelle Feedback, et qui a un vrai travail comme ça de recherche sur le cinéma contemporain, de travail de programmation, montrer les films, mais pas simplement les montrer, quoi. Les discuter, les penser. Et moi, je pense que, enfin, je ressens, je sais pas si lui dirait la même chose. Alors, je sais qu'il a lu le livre et je crois qu'il pense à peu près la même chose, qu'il y a une, ouais, qu'il y a un vrai partage de tentatives et de défense des films, quoi. Alors, il le fait beaucoup mieux que moi, à mon avis, mais, mais voilà où ça se situe. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus tout décorréler entre critique, livres un peu sous la forme d'essais, un peu plus théoriques, analytiques, travail de programmation de cinéma. Il y a des vrais entrecoupements, quelque chose comme une solidarité. Et d'ailleurs, cher Samir, vous en êtes un peu une incarnation parce que vous avez cette capacité d'accueillir, d'être très très hospitalier sur plein de formes et de registres de pensée du cinéma, en accueillant des critiques, des écrivains de cinéma, des cinéastes. Et je pense que cette pluralisation, cette capacité, vous parliez de constellation tout à l'heure, qui est un mot qui est très intéressant dans un registre philosophique, politique, psychanalytique, et donc cinématographique. Moi, je pense qu'en effet, c'est à la fois ces constellations, c'est aussi quelque chose qui est en mouvement, quoi. C'est pas un groupe figé. C'est à la fois faire exister des personnes, des individualités, mais aussi les mettre en relation permanente, et qui sont en relation dynamique. Et moi, quand j'écoute votre émission, je sens aussi ça, et je crois que c'est ça qui m'intéresse dans le cinéma. C'est ça qui m'intéresse dans le cinéma aussi, et là, c'est plutôt pourquoi je fais ce travail. Moi, je le fais aussi pour les réalisatrices et réalisateurs dont je pense les films peuvent en avoir besoin. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir besoin de ces écrits. Bon, ça rejoint une des questions initiales que vous posiez. Donc, pas en termes de protection, mais en termes de petite propagation de leur démarche. Voilà. Cinéma réfractaire, approche documentaire, c'est édité chez De l'Incidence éditeur et c'est pensé et écrit par Robert Bonamy qui a accepté gentiment de venir nous en parler une cinquantaine de minutes. Je vais dire quelque chose, une banalité que je dis à chaque fois que je reçois un écrivain ou une écrivaine de cinéma. On a dit 0,01% de ce qu'il y a dans le livre. Donc maintenant, chers spectateurs, c'est bien parce que dans le livre, en haut, le regard du spectateur est important à partir du moment où les films ne veulent pas les convaincre ni les capturer. Donc, j'ai envie de vous dire maintenant, spectatrices, spectateurs, à vous de faire cet effort aussi et de vous procurer le livre et vous verrez qu'effectivement, on a parlé de peu de choses, mais quand même de choses, je pense, importantes. C'était un plaisir, une fois de plus, et vous revenez quand vous le souhaitez. Merci beaucoup, Robert Bonamy. Merci beaucoup, Samir, pour votre gentillesse et votre engagement. À bientôt. Je vous en prie. Générique. Rise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.